Bon, bonjour tout le monde. Merci de votre présence ici à Port-de-Bouc au Centre d'art Fernand Léger pour la troisième journée du cycle Mutation. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve sur la question de la responsabilité, donc responsabilité environnementale et j'allais dire de production dans tous les circuits artistiques. Euh, la responsabilité, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué les jours précédents, puisqu'il s'agissait aussi de la rémunération des artistes, les lieux de production, etc. Donc tout, on est un peu sur l'ensemble du cycle. Peut-être je vous présenterai chacune à votre tour. On commence avec toi, Louisiane. Donc Louisiane Roy de la Réserve des Arts. Je pense que c'est bien que tu... Louisiane même. Louisiane, c'est pas Louisiane. Non. Désolée. Moi c'est Diane, pas Dan. Voilà, mais je te laisse présenter la réserve, votre fonctionnement. C'est pas mal de savoir un peu aussi, parce que maintenant vous êtes basé à Marseille, mais ouais, un peu d'historique, ça permet de mettre en perspective et de comprendre votre boulot, quoi. Merci Diane, déjà merci pour l'invitation, on est ravis d'être là sous les pins, c'est trop bien. Peut-être mon parcours parce que je pense que c'est intéressant au regard des questions qu'on va avoir aujourd'hui. Moi j'ai fait une formation de designer d'espace, je me suis spécialisée dans les alternatives urbaines, donc plutôt de la construction micro-architecture à l'échelle de la ville, avec toutes les questions de chantier participatif, concertation habitant, lien sur le territoire et maillage territorial. Et je me suis posé la question du territoire dans le sens les ressources qu'il peut fournir, à la fois sur la question de l'humain mais aussi en termes de matières premières. Et c'est comme ça qu'en 2016, donc à l'époque j'habitais en Île-de-France, j'ai découvert le projet de la Réserve des Arts et que petit à petit j'ai pris part à ce projet associatif pour aujourd'hui être là avec vous. Et donc la Réserve des Arts, c'est une association loi 1901 qui a été créée par deux femmes qui travaillaient toutes les deux dans le secteur culturel, plus particulièrement dans un lieu qui s'appelait l'espace Krachberg à Montparnasse, à Paris. Krachberg est un artiste brésilien qui travaille sur la question de la déforestation au Brésil et qui proposait tout un travail de recherche à partir des restes de la déforestation. Et en travaillant ensemble sur ces questions d'art et d'écologie, en organisant plein de rencontres, elles se sont dit qu'il était temps de passer un cap, celui du faire. Et donc elles ont pensé ce projet de la Réserve des Arts qui est inspiré d'un modèle américain qui s'appelle Materials for the Arts, qui est une association qui a été fondée dans les années 80 par les artistes new-yorkais. Qui sont allés voir la municipalité en disant que les rues étaient sales et qu'avec peu de moyens, ils pourraient faire un super projet, c'est-à-dire collecter les encombrants de la ville de New York et les remettre à disposition du secteur éducatif. Aujourd'hui, le projet a beaucoup plus d'ampleur puisqu'il récupère les déchets des entreprises et des institutions culturelles à New York. Il y a toujours ce principe de les remettre à disposition plutôt de la pédagogie, donc du secteur éducatif. Et il est 100% financé par la municipalité et le mécénat de grandes entreprises, avec un gros engagement bénévole. Et lorsque les fondatrices créent la Réserve des Arts en 2008, on est dans un contexte de crise économique. Et donc il y avait un vrai enjeu de penser à un projet qui allait construire petit à petit son modèle économique. Et elles sont donc parties sur un système associatif, sur un constat assez simple, que d'un côté on va avoir des entreprises et des institutions culturelles sur un territoire qui vont produire énormément de rebuts liés à leur activité. Pardon. Et en fait ces rebuts d'activité économique sont en fait des matériaux, de la matière première, donc du bois, du métal, du verre, du textile, de la mercerie, de la quincaillerie, etc. Qui vont être soit liés à un atelier de fabrication, donc de la chute de production, de l'avarie matérielle, du surplus de commandes, c'est plus les bonnes couleurs, c'est plus la bonne tendance, etc., etc. Soit liés à de l'activité événementielle, donc la fin d'une exposition, la fin d'un tournage, la fin d'un spectacle de théâtre qui ne tourne plus, etc., etc. Et donc l'idée c'était d'éviter toute cette matière première qui était vraiment de la ressource parte à l'enfouissement et à l'incinération, avec les conséquences que ça a sur l'environnement. C'est souvent des matériaux qui sont peu recyclables et puis
enfin, on en parlera au fil de la conversation, mais finalement le recyclage devrait être l'étape ultime de notre gestion de déchets. Il faut d'abord penser le don, il faut d'abord penser la récupération, d'abord penser le réemploi, et puis ensuite recycler, et puis vraiment quand c'est plus possible, évidemment détruire. Mais l'idée c'était vraiment de se dire ok, on va aller récupérer cette matière première là en grande quantité finalement, et derrière on va boucler cette boucle d'une économie circulaire culturelle en remettant à disposition ces matériaux auprès des professionnels du secteur culturel uniquement. L'idée c'est d'être solidaire des intermittents, des compagnies théâtre, des indépendants, des artisans, enfin tous ceux qui gravitent dans la culture entendue au sens large. Donc il y a la création, il y a aussi l'artisanat dedans. Et de se dire que d'abord c'est un secteur qui a besoin de solidarité, de soutien. Vous parlez de la question de la rémunération. Il y a de moins en moins de budget sur les projets. Les ressources se font de plus en plus rares. Et alors en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une crise sur la matière première et notamment sur le bois. Les matériaux ont pris à peu près 4 fois, sont à peu près 4 fois plus chers en ce moment. Donc sur des projets où il y a de moins en moins de budget et où les matériaux sont de plus en plus chers, comment on vit de sa création et de son métier. Et le réemploi le réemploi solidaire, en tout cas tel que le pratique la Réserve des Arts, permet de soutenir cette création locale. Et l'idée c'est vraiment de se dire que c'est les professionnels de la culture qui ont des compétences et des talents pour revaloriser ce que certains peuvent considérer comme étant un déchet. Et puis surtout, c'est eux qui ont des besoins à grande échelle pour créer cette fameuse économie circulaire et qui nous permet en fait d'absorber des gros volumes et puis derrière d'aller soutenir 1, 2, 3, 10, 300, 4000 projets sur une année. Ensuite, sur un peu l'historique de la Réserve des Arts, donc en 2009, elle commence les premières collectes. Elle stocke dans leur cave d'appartements parisiens. Et puis il y a un partenariat avec le Palais de Tokyo qui met à disposition ses sous-sols une fois par mois, il me semble. Donc c'est des petites ventes un peu éphémères. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. On a eu une boutique dans le 14e qu'on a toujours aujourd'hui qui fait à peu près 130 mètres carrés. Qui a permis d'avoir le premier salarié, d'avoir une autre échelle de collecte et de réemploi de matériaux. Et en 2014, EcoProd, qui est une structure qui accompagne la réduction de l'impact carbone dans le secteur de l'audiovisuel, commence à se poser des questions sur comment on va accompagner le changement. Donc ils ont développé une application qui s'appelle Carbon Clap qui permet en amont d'un tournage de mesurer justement quel va être son impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis après ils ont développé toute une série de fiches pratiques comment je fais sur mon catering pour avoir moins de déchets. Et tout bêtement finalement en demandant à la boulangère du coin de faire un gâteau au lieu de commander des paquets de M&M's, peut-être que finalement j'aurai un impact positif à la fois sur l'écologie et surtout sur le territoire. Et il y avait une question sur les décors de tournage. C'est un vrai sujet. Souvent, c'est plein de matériaux qui ont été assemblés ensemble, qui sont du coup pas recyclables. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait et où est-ce que ça va? Où est-ce que ça termine? Et donc, la Réserve des Arts a pris le pari en disant ok, non, on va tenter de changer d'échelle. Donc, d'abord 600 mètres carrés, puis 1200 mètres carrés dans un premier entrepôt à Pantin. C'est à peu près à ce moment-là que moi je rejoins l'aventure. J'y ai travaillé pendant 3 ans en tant que responsable des partenariats. Donc vraiment sur comment on va aller chercher des entreprises et des institutions culturelles pour qu'elles aient le réflexe de faire réemployer leurs ressources auprès de la Réserve des Arts. Et puis après, beaucoup mobiliser les écoles. Pour nous, c'est hyper important. En école d'art, on commence à peine à parler d'éco-conception et d'éco-fabrication. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces nouvelles pratiques et ces nouvelles méthodologies d'apprentissage. Et puis c'est les professionnels de demain. Donc si on les forme dès maintenant, on se dit que demain, ils auront les bons réflexes dans la création. Et en 2018, l'association a donc fêté ses 10 ans. Et on s'est dit que c'était déjà un projet hyper innovant, c'était super, qu'on avait déjà fait plein de choses, mais comment on restait à la pointe de l'innovation en termes d'économie circulaire culturelle, comment on allait construire les 10 prochaines années. Et donc il y a eu 4 gros projets qui ont été mis en place. Le premier, ça a été le sujet de la formation, justement pour accompagner la mise en place de toutes ces bonnes pratiques. D'abord, assez bêtement, sur l'utilisation de nos machines à la Réserve des Arts, où dans nos ateliers, on se rendait compte que même si c'était des professionnels, ils n'étaient pas toujours autonomes sur l'utilisation des machines et que du coup, il y avait un besoin d'accompagnement.
Et puis en fait, les formations étaient données par certains de nos adhérents qui étaient très engagés, donc il y avait toujours un peu ce volet, comment on fait du réemploi. Et de ces petites formations-là, on en a fait des gros cursus d'accompagnement et de formation pour les professionnels de la création. Le deuxième gros projet, ça a été la question de la traçabilité. Aujourd'hui, c'est encore un sujet chez nous sur lequel on travaille beaucoup. Quand on récupère des matériaux de réemploi, on perd la certification des matériaux. Donc quand une institution culturelle qui est un ERP, donc un établissement recevant du public, a des matériaux qui sont ignifugés et qui répondent aux contraintes d'un lieu public qui reçoit des visiteurs, une fois que ça arrive chez nous, ça perd cette fameuse traçabilité. Donc ça veut dire que tous les autres établissements recevant du public ne peuvent pas venir se fournir en matériaux chez nous. Enfin ils ne peuvent pas en tout cas venir se fournir sur certaines typologies de matériaux, je pense à la moquette notamment. Donc il y a un enjeu de garder cette traçabilité, de recréer une traçabilité éventuellement, de négociation avec les assurances, justement c'est du changement, c'est nouveau, donc il faut travailler sur ces nouvelles pratiques. L'autre grand sujet, gros projet, ça a été l'agrandissement de la plateforme en Ile-de-France. Donc on est passé de 1200 m² à 3000 m². C'est l'entrepôt dans lequel on est aujourd'hui. On est aussi passé d'une petite dizaine de salariés à 34 aujourd'hui. Donc c'est un changement d'échelle qui a été conséquent pour le projet, mais qui montre que y a des choses à faire et que ça fonctionne a priori. Et puis le dernier sujet, ça a été l'essaimage. Ok, ça fonctionne bien en Ile-de-France. A priori, c'est un projet qui concerne l'ensemble du secteur culturel, qui concerne l'ensemble des entreprises qui sont dans la fabrication. Du coup, comment on le déploie sur de nouveaux territoires? Et moi, je suis héroise, donc originaire du Var. J'avais depuis longtemps envie de revenir ici. Je savais qu'ici, c'était un sujet qui pouvait fonctionner, notamment à cause ou grâce de ce secteur de l'audiovisuel et de l'événementiel avec tous les festivals qui normalement existent ici et sont en train de renaître, donc c'est trop bien. Et donc voilà, l'idée c'était d'ouvrir une plateforme ici en région sud. Et puis on a eu une opportunité via Euroméditerranée d'occuper un local. Donc on est encore sur un projet pilote. On vient d'ouvrir en septembre dernier un local qui fait 850 m² dans le 15e arrondissement à Marseille. C'est chouette, il y a encore plein de choses à faire, mais on réfléchit à d'abord comment on duplique, comment on le modifie aussi, puisque les territoires quand même ne sont pas les mêmes, donc les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est un travail au quotidien qu'on fait. Donc on a toujours cette activité de recyclerie de matériaux, donc en gros un peu comme un magasin où les artistes, les artisans, les créateurs, les étudiants peuvent venir chercher des matériaux. On a des tout petits ateliers qui pour l'instant nous servent plutôt à nous en interne pour faire des workshops avec des écoles ou pour éventuellement faire la demande très ponctuelle, mais pour l'instant c'est trop petit pour les mettre à disposition de nos adhérents qui depuis septembre sont à peu près déjà entre 300 et 320. Et puis ces ateliers on les copartage avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Pikip, qui fabrique des enceintes basse consommation qui sont alimentées par des panneaux solaires. Donc pareil, ça rentre dans une logique de culture plus responsable, de fabrication locale qui nous intéresse. Donc c'est chouette de les avoir dans le même bâtiment que nous. Et puis le volet accueil en résidence. Alors je mets toujours des grosses guillemets sur l'accueil en résidence à la Réserve des Arts, puisque c'est un projet qu'on fait sans budget. Donc en fait le local s'y prêtait assez bien. On a 3 petits bureaux. Pour l'instant on est une toute petite équipe salariée, on n'est que 2. Pour gérer ce gros projet, donc 3 petits bureaux pour 2, ça ne servait à rien. Et puis dans cette idée d'être solidaire du secteur culturel et du fait de ne pas avoir d'atelier avec les machines professionnelles, on s'est dit au moins à minima on va mettre à disposition ces espaces à titre gracieux à des artistes, à des artisans, à quiconque a envie de développer un projet autour de la matière et des matériaux. Donc on a Nina qui a voulu m'accompagner aujourd'hui, je suis très contente, qui en fait partie. Donc là c'est la 2e session. Mais voilà, c'est pour ça que je mets des grosses guillemets parce que c'est vraiment, on co-construit ensemble à quoi ça ressemble. Ça nous permet aussi de tisser du lien avec les habitants parce qu'on a des sorties de résidence. À terme, on aimerait aussi proposer des ateliers avec eux autour des pratiques des artistes qui sont avec nous. Et voilà, et on espère que c'est un projet qui aura une longue et belle vie en région sud. Merci pour cette présentation. Et je pense qu'on va faire un tour des présentations et après sans doute aller un peu plus loin sur les différents points que tu as abordés. Parce que c'est vrai que quand on pense à la Réserve des Arts, on pense beaucoup
simplement le recyclage des matériaux et pas forcément toute la question de la traçabilité, etc. Des volets qui sont même juridiques ou enfin voilà, comment ça peut, ce genre d'association aussi peut se développer et prendre sens. Je suppose que vous allez parler ensemble en duo. On s'est répartis. Vous êtes répartis nos phrases, oui. Donc vous venez toutes les deux de l'association contemporaine. Oui. C'est très, aujourd'hui c'est très féminin, donc ça tombe plutôt pas mal. Puisqu'on parle de la responsabilité, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le... mais c'est un peu... je vais vous laisser présenter parce que je ne saurais pas bien le faire, mais votre bien pratique. Sûr. Du coup, moi je m'appelle Johanna Célie, je fais partie du bureau de Contemporaine, donc je suis vice-trésorière et je coordonne en binôme du coup avec Flora Feta, l'équipe Sud. Et comme chez Contemporaine, on est toutes et tous bénévoles dans la vie de tous les jours, je suis accompagnatrice pour des artistes, associations et collectifs dans les arts visuels aux Têtes de l'Art. D'accord. Voilà. Et bonjour, moi je suis Flora Feta, du coup, la deuxième partie du binôme de l'équipe Sud et je suis vice-présidente de l'association contemporaine. Du coup, c'est moi qui vais présenter l'association. Vous êtes basées à Marseille toutes les deux ? Toutes les deux, oui. D'accord. Oui, moi, pardon, je suis curatrice et critique d'art indépendante et je suis à Marseille depuis plusieurs années. D'accord. Contemporaine, c'est une association qui a été fondée en 2019, donc une assez jeune association par Sonia Yeh qui est journaliste et Anne Bourassé qui est curatrice, et donc les deux basées à Paris. Et dans une perspective qui est très très simple, c'est contribuer à la lutte contre les discriminations de genre dans le monde de l'art. Donc l'intention est simple, l'application l'est beaucoup moins. Pour ce faire, déjà, pourquoi on a besoin de lutter contre les discriminations dans le monde de l'art. Il y a un constat qui est assez basique, qui est que 65% des étudiantes en école d'art sont des étudiantes, justement, sont des femmes. Et on s'aperçoit que dans les 5 années qui suivent leur sortie d'école, elles disparaissent totalement, puisqu'elles sont moins de 20% à être ensuite présentées, achetées, collectionnées dans des collections publiques ou privées. Donc en parlant de ce constat-là, il y a plein de leviers sur lesquels jouer, et il y a des associations qui le font à différents niveaux. Il y a d'abord évidemment la réécriture de l'histoire de l'art pour redonner une place à des artistes femmes qui ont été occultées, et c'est un travail de fond qui est fait notamment par l'association Aware. Et je pense que c'était une sorte de prérequis au fait que nous on puisse arriver, parce que ça s'est passé sur le terrain de la prise de conscience. Aujourd'hui, dans notre milieu, dans le milieu de l'art, il n'y a plus personne qui va... Enfin, en tout cas, moi, on ne me le dit plus, mais que les femmes et les hommes sont traités de la même façon, et que il n'y a pas... que s'il n'y a pas de grandes artistes femmes, c'est parce qu'en fait elles n'existaient pas. Bon, ça c'est des choses normalement qu'on n'entend plus, parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait, qu'il y a des articles qui ont été écrits, qu'il y a des expositions qui ont été faites sur les 10-15 dernières années. Bon, évidemment avec le monde anglo-saxon qui avait quelques années d'avance sur nous. Mais du coup dans ce contexte-là, nous on peut arriver et se dire ok, très bien, déjà c'est super, mais manifestement ça ne bouge pas, puisqu'il y a toujours cette évaporation qui se produit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc le but de Contemporaine, c'est de soutenir et visibiliser concrètement les artistes contemporaines, celles qui pratiquent aujourd'hui, et ce par 3 biais. On se structure du coup en 3 pôles d'activité. Un pôle qu'on appelle le pôle média, qui en fait a commencé en faisant des petits portraits vidéo sur Instagram, très rapides, très efficaces, un vocabulaire très simple, aussi dans une perspective d'accès simple et facile à ce qu'est le travail d'une artiste. Ça a commencé comme ça sur nos réseaux sociaux. Maintenant on est en train de travailler sur une revue qui sera aussi accessible gratuitement sur notre site internet. Donc ça c'est plutôt cette optique de visibilisation. Ensuite on a un pôle plus tourné vers l'événement, et qui en fait au travers d'expositions ou de programmation vise à réinscrire nos actions
dans le champ plus large du combat féministe dans le champ artistique et culturel. Pour exemple, là on a lancé il y a 1 mois et demi un cycle de recherche par la pratique sur les féminismes intersectionnels et les territoires artistiques. Et le premier événement qu'on a fait, c'était un événement qui n'était pas ouvert au public. Bon, en plus en contexte de Covid, c'était un peu un prérequis, mais qui était en fait une rencontre interassociative où on s'est rencontrés avec d'autres collectifs, associations qui œuvrent au sein du champ culturel sur, pas exactement au même endroit que nous, mais sur des choses qui peuvent se recouper. Et en fait, le dernier point qui est assez central dans la construction de l'association, c'est le mentorat. C'est le fait d'être dans une démarche d'accompagnement et de soutien et de donner des outils aussi aux artistes. Et donc ça, on le fait pour le moment par 2 biais. Il y a un programme d'atelier qui est... donc cette année était un peu une année pilote pour nous. On a commencé à lancer ces programmes-là à l'automne 2020. Donc les ateliers, c'est toujours sur des sujets assez spécifiques. Donc ça peut être des ateliers juridiques sur le droit d'auteur ou des ateliers sur comment répondre à 1% et puis après réussir à réaliser un 1%. Comment se présenter son travail dans un portfolio, etc. Et donc c'est gratuit, accessible sur inscription dans des jauges relativement limitées pour que ça puisse quand même se passer avec de l'interaction. Et pour ce faire, donc puisqu'en parlant de modèle économique, nous voilà, on est une jeune association, on est toutes et tous bénévoles, donc on n'a pas de budget. Et pour nous, comme une grosse partie de notre travail, c'est quand même de lutter contre la précarité de ces artistes qui s'identifient comme femmes. On ne voulait pas lutter contre cette précarité en créant une autre précarité. Donc pour nous, c'était pas question de demander à des intervenants et intervenantes indépendants de travailler gratuitement pour nous. Donc pour le moment, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on travaille en partenariat avec des structures ou des associations dont les salariés qui envoient leurs salariés. Donc c'est les structures qui font du pro bono pour nous. Et les salariés, évidemment, c'est pas un temps qui empiète sur leur recherche de travail par ailleurs ou leur temps de travail rémunéré. Donc on en a fait plusieurs cette année, à la fois en physique et sur Zoom, quoi, évidemment. Mais ce qui a aussi permis du coup d'avoir une inclusion territoriale plus vaste. Et c'est ce sur quoi on continue à travailler. Et dans le même temps, l'autre pendant de notre programme de mentorat, c'est un programme qui s'appelle Passerelle, qui est un programme de marrainage et qui est en fait pendant 1 année des binômes d'artistes. Donc une artiste en général tout juste sortie de l'école qui est accompagnée par une artiste un peu plus âgée. Et pendant 1 an, nous on dit qu'elle s'auto-accompagne parce que l'idée c'était pas de reproduire quelque chose de descendant avec une artiste sachante qui transmettrait son savoir, ses connaissances, etc. Mais que ce soit vraiment un échange qui est entre elles. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a une proximité d'âge qui est relativement réduite parce qu'elles ont... Oui, c'est 2 générations mais qui sont très très proches. Et donc pareil, là c'est notre année test, on a 7 binômes qui sont répartis sur différents endroits du territoire français. Je dois dire qu'on est assez contente parce que ça se passe bien, que ça a l'air d'être intéressant pour elles et qu'on a réussi malgré toute cette année dont on ne parlera pas, à avoir aussi une sorte de cohésion de groupe à 15, ce qui était franchement pas gagné. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, c'est un peu là où on en est aujourd'hui, enfin la façon dont on fonctionne. Et ouais. C'est ça. Et oui, si, par contre, voilà. Donc du coup, maintenant on est en région sud. Au début, c'était pas du tout le cas. Ça a commencé à Paris. Les premières bénévoles, on était à Paris. Et en fait, quand moi je me suis réinstallée à Marseille, l'idée ça a été de se dire que malheureusement les problèmes de discrimination de genre c'était pas vraiment circonscrit à l'Île-de-France, donc on allait pouvoir aussi faire des choses ici. Et donc avec Johanna qui m'a rejoint, qui a voulu rejoindre Contemporaine et du coup qui m'a rejoint sur ce projet, il a fallu qu'on se dise très bien, on veut faire Contemporaine Sud, comment on procède, comment on fait ça de façon juste, pertinente et en étant nous au bon endroit. Et donc les
pistes qu'on a dégagées de travail, c'est à la fois donc, d'essayer de rencontrer un peu tout le monde en fait. Donc on n'a pas du tout terminé, hein, puisque on fait ça sur notre temps libre, mais d'aller un peu voir ce que font les acteurs et actrices du territoire, comprendre là où ils et elles mènent leurs actions, là où nous on peut être en complémentarité aussi, là où des partenariats peuvent se nouer. Et par ailleurs, on a lancé un questionnaire qui est quelque chose qu'on avait déjà fait au tout début de l'association pour circonscrire nos activités. Et là, on a fait un questionnaire plus ciblé du coup sur la région sud, qu'on a diffusé, c'était en février-mars. Ouais. Et donc qui nous permet aujourd'hui, qui était à la fois une réponse à des questions qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire est-ce que c'est encore plus la cata ici qu'ailleurs ou pas du tout. A priori non, ça c'était la bonne nouvelle. Mais c'est déjà ça, ouais. Et puis surtout de demander aux principales concernées en fait ce dont elles avaient besoin, enfin elles avaient besoin, parce que c'est pas forcément que des... Et du coup aujourd'hui on a 83 réponses. Donc c'est pas mal, c'est en tout cas assez pour commencer à fouiner, analyser, sortir des éléments. Sur la typologie des répondants et des répondantes, on a des personnes qui sont nées entre les années 80 et 90 qui ont quasi majoritairement une formation en art, dans des écoles du coup connues, reconnues, qui ont des statuts qui correspondent à leur activité, que ce soit des activités artistiques ou de la pluriactivité un peu plus économique, et qui sont répartis sur le territoire sud, donc vraiment la région sud. On a une majorité de personnes qui sont sur Marseille, tout arrondissement confondu, et puis ça va bien au-delà. On a eu des personnes qui nous ont répondu qui venaient du Gard, de Nice, de Arles, donc c'est quand même assez éparpillé, ce qui est plutôt une bonne, en tout cas pour nous un bon endroit d'analyse. Le questionnaire a été diffusé avec nous, les réseaux de contemporaines, et puis on a au plus possible envoyé au fil des rencontres des demandes de diffusion de la part des partenaires. Donc voilà, on a pu rencontrer et travailler avec Dosmarès, avec Triangle, avec le Parallèle, voilà. Et du coup, au fur et à mesure des rencontres, forcément ce questionnaire reste ouvert, parce qu'en fait on ne va pas le fermer à un moment donné, sinon ça ferait clôturer des analyses qu'on voudrait approfondir. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais pas dire l'ensemble, mais décrire un peu quel est le contenu du questionnaire? Ah oui, pardon, mais pas de souci. En fait, il se compose du coup de 4 parties. La première partie, c'est des informations personnelles assez basiques, nom, prénom, arrondissement, ville, etc. La deuxième partie, on est sur le parcours. L'idée, c'était un petit peu de savoir d'où viennent les gens, quel chemin ils ont fait, est-ce qu'ils ont par exemple dû quitter leur ville natale pour leurs études, et est-ce que post-études ils ont dû requitter leur ville ou pas. On a une partie sur les besoins, l'expression des besoins, parce que effectivement, comme disait Flora, l'important c'est de demander aux personnes concernées avant de mettre en place des choses. Et du coup, les besoins pendant la formation, les manquements par exemple, les besoins après la formation, l'état des lieux, maintenant que pour les personnes qui sont dans la vie active. Et puis on a eu une partie spécifiquement sur le territoire. Est-ce que la région sud est considérée comme un frein à l'avancement de la carrière? Est-ce que quels sont les atouts, quels peuvent être les obstacles? Et après, disséminer un petit peu de partout, on a pris le parti pris de questionner les gens sur leurs problématiques, ce qui peut être une problématique ou des contraintes personnelles et professionnelles. Par exemple, est-ce que vous avez des personnes à charge, enfants, parents, autres? Est-ce que, quel est votre lieu de travail? Par exemple, est-ce que vous travaillez chez vous? Est-ce que vous avez un atelier ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur les possibilités de pratique? Est-ce que vous avez subi des discriminations de genre ou autres, parce que souvent les discriminations s'accumulent.
Et est-ce que vous souhaitez en témoigner aussi? Parce qu'on voulait quand même laisser de la place pour les personnes qui prennent le temps de répondre, de nous dire ce qu'ils ou elles ont pu vivre, si jamais l'envie était présente. Ce qu'il en ressort à la fois sur le questionnaire de Paris, qui lui est plus ancien et du coup a à peu près 130 réponses, et sur le questionnaire de Marseille, c'est qu'en fait les problématiques sont les mêmes. La première, et ça a été dit le premier jour avec les intervenantes de la Frappe et du Club TOT, la question de la professionnalisation, montée en compétences en gestion administrative et juridique, comptabilité, comment est-ce que je parle à un galeriste, comment est-ce que je vends mon travail, etc. etc. Donc ça, et c'est vraiment quelque chose qui se ressent, quel que soit le territoire, en tout cas les deux territoires, du coup. Les chiffres, par contre, ne sont pas les mêmes. La question, c'est est-ce que c'est la cata ou pas? Il n'y a pas un énorme écart. Par contre, le besoin est beaucoup plus fort. Enfin, en tout cas, exprimé, beaucoup plus exprimé ou beaucoup plus fort ici. À chaque fois, entre les chiffres de Paris, du questionnaire de Paris et de celui-ci, on est entre 10 et 15% de plus sur les réponses. Donc sur des réponses à 80%, forcément on passe à 90-95%, ce qui quand même illustre un petit peu les envies, les besoins. La deuxième chose, c'est l'envie et la nécessité en tout cas exprimée des répondants et des répondantes de faire partie d'un réseau qui soit professionnel, qui soit solidaire, qui soit inclusif aussi, beaucoup. On parle de sororité, on parle de féminisme, on parle de choses très pratico-pratiques ou moins, c'est assez vaste. Et du coup, c'était quand même hyper important pour nous de pouvoir discuter de tout ça. Et la question du territoire, c'est... la région sud est a priori pas considérée comme un frein, en tout cas, majoritairement. En revanche, il y a quand même plus de 35% des personnes qui ont répondu qui considèrent que c'en est un. Qui considèrent que c'en est un parce qu'il y a un manque de structure, publique, privée, institutionnelle, manque de soutien financier dans la création de la production, de soutien aussi humain, accompagnement, notamment post-études. Je sors de l'école, j'ai plus d'atelier, je ne suis pas représentée par une galerie. Oups, qu'est-ce que je fais et comment je fais? D'isolement, renforcement de la précarité aussi, parce qu'il y a un vrai ressenti de discrimination géographique. Parce que je n'ai pas accès au réseau, parce que je ne suis pas considérée, parce que je suis dans le sud de la France, etc., etc. Et en fait, cette discrimination géographique, elle vient s'additionner comme des strates à la discrimination de genre, à la discrimination raciale, à la discrimination économique, ce qui a quand même des conséquences, notamment comment est-ce que je fais quand je suis une artiste, femme ou se considérant comme telle, donc minorité de genre. Comme je suis isolée parce que considérée comme une artiste de la région sud, je suis moins visibilisée. Donc forcément, je réussis à montrer mon travail, mais je ne suis pas payée et je ne suis pas représentée par une galerie. Et je suis dans une situation de précarité. Donc on est vraiment dans une accumulation de tout ça. Pour revenir un petit peu sur la question de la discrimination de genre, qui était un peu notre fil conducteur, qui l'est, les témoignages en tout cas qu'on a eus dans le questionnaire, qu'on a encore un petit peu au quotidien sur les réseaux, pas forcément que dans la région sud, là il n'y a pas de frontières. On est sur des discriminations de la part de professionnels dans les espaces professionnels, que ce soit des discriminations, c'est très très vaste, harcèlement sexuel, moral, physique, attouchement, et j'en passe. Éviction, condescendance, syndrome de l'imposteur. La liste est très longue.
Y compris sur la rémunération. Y compris sur la rémunération, beaucoup. Ça, c'est ça. Et pour le coup, tout ce dont on vient de parler, il y a quand même des regroupements qu'on peut faire. Nous, on parle des artistes parce que c'est les personnes avec lesquelles on travaille qui sont les bénéficiaires de nos actions, mais c'est des choses qui sont totalement transposables aux travailleuses de l'art, pour le coup, qui en prennent complètement pour leur grade en termes de plafond de verre, VSS et compagnie. Donc c'est non, le milieu de l'art est un milieu qui n'est pas exempt des violences qui sont celles de notre société, clairement. Et puis il y a un endroit qui est en fait le métier d'artiste dans les arts visuels, puisqu'on est dans ce secteur-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de problématiques. C'est un métier qui est précaire, c'est un métier qui a ses problématiques de structuration, etc. etc. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand on accumule cette précarité et ces problématiques de base un petit peu, quel que soit le genre, en tout cas pour les personnes qui en plus cumulent des discriminations dans la vie de tous les jours et qui du coup les vivent aussi. On est dans une accentuation de toutes les problématiques. Donc moins de rémunération quand il n'y en a déjà pas beaucoup, moins d'accompagnement quand il n'y en a déjà pas beaucoup, et voilà, la liste pourrait passer beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si peut-être il y a déjà des réactions ou des questions un peu à chaud. Ouais. 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 Du coup, ça me permet de rebondir aussi sur juste la question. Juste sur la question du vocabulaire et sur la différence entre le réemploi et le recyclage. Déjà, à la Réserve des Arts, on fait un abus de langage parce qu'on ne fait pas du réemploi, mais de la réutilisation et de la récupération. On utilise le mot réemploi à la Réserve des Arts de manière générale parce que dans la pratique artistique, aussi pour des questions de moyens, il y a souvent eu l'esthétique de la bidouille, de la récup, etc. Je pense notamment même sur mon secteur à moi, qui était de la micro-architecture, où aujourd'hui la palette est reine. L'idée de la Réserve des Arts, c'est de se dire, en fait non, c'est des professionnels qui ont des savoir-faire, donc il faut montrer qu'il y a des matériaux incroyables qui partent à la poubelle et qu'il faut aller chercher ces matériaux-là. Du coup, sur la question des salons, oui, ça fait partie des typologies d'acteurs qu'on peut et qu'on va collecter. Il y a en revanche des questions d'échelle de projet. Donc là, à Marseille, oui, Rotor, déjà, leur force, c'est quand même cette incroyable plateforme de matériaux qu'ils ont. Ouais. Oui. En fait, moi, ce que je récupère, mais ce que je ne récupère pas, par contre, c'est le bâtiment. Vraiment, je récupère de la matière première qui va être issue des activités culturelles ou événementielles. Dans le bâtiment, c'est encore un autre métier. Ça touche aussi encore d'autres professionnels qui sont ceux de la construction et du bâtiment. C'est encore d'autres enjeux en termes de législation, ce qu'on a vaguement abordé tout à l'heure. Du coup, moi, je vais vraiment aller récupérer soit des éléments travaillés, type du podium, de la vitrine, du matériel professionnel en termes de mobilier, par exemple. Oui, tout à fait. C'est que ça, c'est que du bois, du métal, du verre. Ce que je récupère pas, par exemple, ça va être des portes en quantité pharaonique, parce que dans un bâtiment, en fait, il y a 4000 portes qui d'un coup vont être démontées. Je récupère pas de boîtes aux lettres, je récupère pas des rampes d'escalier, enfin voilà, vraiment c'est de la matière première. Donc dans les salons, il va y avoir de la cloison, il va y avoir de la moquette, un peu d'éléments de décor parfois. Sur les tournages, ça va être de la feuille de décor, ça va être pareil, de la chute de fabrication quand ils ont fabriqué leur décor. Sur je sais pas, une entreprise par exemple qui va faire de la maroquinerie, je vais récupérer son surplus de commande, donc de la peau de cuir, de la chute, mais c'est vraiment de la matière première brute. Sur du mobilier, il y a des structures donc toutes les ressourceries qui font ça bien mieux que nous. Emmaüs, Croix-Rouge Insertion, en région sud on en a des biens et des très grosses, le dirigeable qui est à Aubagne. L'idée c'est plutôt de rediriger cette typologie de flux vers eux. Idem sur de l'accessoire. Finalement sur un tournage on a aussi de l'access, mais de plus en plus par
écologie d'économie de moyens. Et c'est super, hein. Voilà, les tournages se mettent à revendre. Il y a des fins de tournage où ils font des espèces de petites brocantes vide-grenier sur de l'objet. Mais finalement, c'est vrai que tout ce qui est déco et tout ce qui est matière première, ça, entre guillemets, n'intéresse pas le grand public. Alors qu'au contraire, derrière, ça va aller soutenir de la création. Donc, professionnel, culture, création, artisanat. Donc ça va de l'étudiant à des institutions culturelles. Et entre les deux, il y a tous les indépendants. Alors je vais prendre les chiffres finalement les chiffres de l'Île-de-France et de Marseille pour l'instant sont les mêmes. On est à peu près à 93% de structures individuelles, enfin de personnes individuelles. Les étudiants, les indépendants, les intermittents, toutes les micro-entreprises où il n'y a qu'un seul salarié ou un seul dirigeant. Et puis après, le reste, ça va être de l'institution collective, donc de l'associatif, une entreprise culturelle ou une institution culturelle. J'ai eu le scooter qui est passé et du coup, j'ai pas eu la fin de la question. Alors oui, au maximum, on écoute ce qu'on nous demande parce qu'il faut créer justement, faut que les flux se fassent exactement. donc évidemment, je vais aller cibler par typologie de métiers qu'on va avoir à la réserve des arts, les matériaux qui vont les intéresser pour pouvoir nourrir tout le monde. Sur la peinture, c'est très spécifique. La peinture est un déchet toxique, donc j'accepte de la récupérer quand vraiment elle vient d'être ouverte. Typiquement sur un tournage, elle a été ouverte il y a 2 mois, ok, je veux bien. Ça nous est déjà arrivé à la réserve des arts de récupérer dans des ateliers 12 ans de stock de peinture où en fait quand on l'ouvre c'est pourri. Et du coup il y a des questions là pour le coup c'est des questions d'hygiène aussi. Donc sur la peinture c'est très particulier, c'est vraiment un cas spécifique. Je vous laisse répondre d'abord et après je rebondis. Ça marche. Là-dessus, bon, nous on est une toute jeune association, donc souvent les collectivités territoriales, oui, alors clairement je pense qu'il y a un intérêt à nous écouter, on fait un travail d'intérêt public, donc comme la réserve des arts, mais dans les faits quand on est une toute jeune association c'est assez compliqué d'avoir directement accès à de la subvention, à du soutien public de façon immédiate. Donc nous pour le moment on a eu des subventions au projet, par exemple la mairie du 18e à Paris sur un projet qui nous a donné 1 000 €. C'était voilà. et là aujourd'hui nous c'est un peu le stade auquel on est, c'est de faire ce travail, et notamment ici, de rencontres des différentes collectivités territoriales, que ce soit la DRAC, que ce soit la ville de Marseille, la région, le département, pour aussi voir avec les différentes personnes qui y travaillent comment ils et elles peuvent nous soutenir, la difficulté étant qu'aujourd'hui, évidemment, les fonds sont de moins en moins élevés, que les budgets, que les subventions de fonctionnement sont de moins en moins fréquentes et qu'on est de plus en plus dans des fonctionnements au projet où donc à chaque projet, de multiples demandes de subventions, plus potentiellement du mécénat privé, donc ça démultiplie à chaque fois le travail et ça se reproduit. Donc nous on est aussi à un moment qui est un peu charnière parce qu'on est à ce moment où on peut prétendre aujourd'hui à avoir des subventions, mais on est encore dans ce travail d'obtention et de reconnaissance, de rencontre et de reconnaissance. Oui, alors nous il n'y a pas de... Je pense que c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi une histoire de donner confiance, parce qu'on dit aussi que dans les questions
de femmes qui sont mis sur le côté. On participe aussi nous-mêmes à ce processus parce que et ben, en fait, c'est tout le chemin pour se sentir légitime en fait, et qu'on est aussi notre propre bourreau à un moment de cette question-là. Et je pense que l'histoire du marrainage, je l'entends assez comme ça. Comment, Oui, c'est à la fois un processus qui permet de lutter contre cette auto-éviction en fait, en faisant que les personnes se sentent entourées, de recréer un réseau, et aussi de lutter contre quelque chose qui est très très courant malheureusement, qui est la mise en compétition des femmes entre elles, et qui est un système de société, qui est un modèle culturel en fait de cette mise en compétition des femmes qui se retrouve dans le monde de l'art. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est avec cette association d'être aussi un cadre bienveillant, et surtout avec ces programmes de marrainage et d'entraide, de recréer donc une forme de solidarité, sororité, d'adelphité pour pas être très précise. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est totalement là-dedans qu'on s'inscrit. Ouais. Pour faire le pont avec la réserve des arts, c'est vrai que je dis c'est pas une résidence, mais l'invitation à profiter des locaux, et du coup sans doute avoir accès à une possibilité de production parce que de matériel, je trouve que ça participe sans doute du même mouvement de pensée, de donner à quelqu'un la possibilité de produire et donc de visibiliser un travail ou... Je vais peut-être répondre à la question de la formation, et puis on demandera à Nina son avis de ce qu'elle pense de la résidence de la réserve des arts. Oui, alors, la question des subventions. Oui. Ouais. On est totalement d'accord. Oui, on est que d'accord avec vous à 300%. En gros, donc la force de la réserve des arts, ça a été justement cette fameuse année des 10 ans de l'association. On a autofinancé notre projet. On était à l'époque 12 salariés sur un local privé à Pantin qui faisait 1200 m², donc je vous laisse imaginer le loyer. Et donc on s'est dit waouh, on l'a fait. On a trouvé un modèle économique à une recyclerie de matériaux, ce qui est aussi fou, parce que les ressourceries sont plutôt bien soutenues, de moins en moins évidemment comme tout le monde, mais du coup voilà, on a réussi à s'autofinancer et c'était super. Ce qu'on n'arrive pas à financer, ce sont nos croissances. On a un problème de croissance à la réserve des arts, c'est-à-dire qu'on est systématiquement en sous-effectif, et du coup heureusement qu'on a une super équipe à la fois de salariés, de valoristes qui sont des professionnels indépendants du secteur culturel qu'on embauche à la mission pour réaliser les missions de collecte et de valorisation des matériaux, et des bénévoles qui sont mobilisés aussi autour du projet. Quand on a décidé d'ouvrir à Marseille, on a été très vite aussi pour des raisons personnelles. Je suis arrivée très vite sur le territoire, et puis très vite on a eu les locaux mis à disposition par Euroméditerranée, donc c'était super. Sauf que du coup, comme on est allé vite, je n'avais pas encore mobilisé les collectivités locales autour du projet. Pantin, Paris, le siège en Ile-de-France, a fait le pari en disant ok, c'est pas grave, on va te soutenir. Donc j'ai eu la chance de porter un projet d'intrapreneuriat, donc de développer un projet associatif où finalement les 3/4 des gens, quand ils le font, comme vous, c'est bénévole. Généralement, c'est des personnes qui sont au chômage et qui ont 2 ans pour développer un projet, y trouver un modèle économique et puis pour s'en salarier. Moi, j'ai eu, entre guillemets, cette chance de pouvoir être portée par le siège. Sauf que Pantin a continué à s'autofinancer, et puis un jour Covid, du coup 0 chiffre d'affaires. Et là, il y avait 30 emplois à sauver. Et j'ai eu peur pour Marseille, puisque Marseille à l'époque n'était même pas ouvert, donc je me suis dit s'il y a un projet qui doit sauter pour sauver les 30 autres emplois, ça va être le mien en l'occurrence. Et puis Pantin a maintenu son soutien en disant ok, on y est, on y va, on va continuer à y aller, on va faire ce qu'on peut. J'ai quand même obtenu des petites subventions de fonctionnement de la part de la ville, de la part du département. En investissement de la part de la région et de l'ADEME, vraiment pour aménager le local, notamment on n'avait pas d'électricité, donc il a fallu mettre de l'électricité. C'est une petite part à notre fonctionnement général quand même. Aujourd'hui, j'en suis à ce stade on est en fort taux de croissance, on n'est toujours que 2 dans l'équipe. Les 2 salariés sont portés par l'Île-de-France aujourd'hui, et où je lance des appels systématiques en disant attention, c'est dangereux pour le projet. Parce qu'à quel point Paris va pouvoir continuer à nous porter, et jusqu'à quel point on ne va pas s'épuiser à 2 sur un projet qui est aussi conséquent que celui-là. Donc ça, c'est mon appel à l'aide en général. Voilà. Sur la partie formation, c'est encore un autre sujet. Donc, quand on est organisme de formation, donc c'est le cas, ça se fait à l'échelle nationale. Donc c'est Pantin qui a candidaté, donc
du coup ça rayonne sur nous, on va dire. On est en train d'essayer d'obtenir les certifications pour devenir Calliope. Bon, c'est des mots un peu barbares, mais en gros ça nous permet d'offrir des formations gratuites. Soit parce qu'elles touchent un public particulier, donc par exemple les personnes qui sont en recherche d'emploi. Dans le secteur culturel, il y en a beaucoup, qui sont finalement, même un intermittent ou une intermittente est recensée à Pôle emploi, donc peut bénéficier de ces formations. Soit, et là c'est ce qu'on essaye d'obtenir, c'est d'être éligible au crédit CPF pour que les formations puissent être financées via ça. En région Sud, on a deux gros projets de formation. Ils sont tous les deux portés en partenariat avec donc le réseau Make Ici, donc les manufactures, les Fab Labs, donc ici Marseille en l'occurrence, qui sont en plus les voisins de la Réserve des Arts dans le 15e. Le premier cursus de formation, j'en profite pour faire la pub parce que la première session aura lieu en septembre. La formation, c'est assez long, ça dure 35 jours. C'est une formation qui est réservée pour l'instant aux personnes en recherche d'emploi puisqu'elle est financée par la région Sud. Ça s'appelle éco-conception et fabrication numérique. Donc je vous laisse deviner qui fait quoi. Ici Marseille, ils ont plutôt un accompagnement sur comment on fait de l'éco-conception via le numérique, comment en fait la CNC, le laser, etc. Ça permet de faire des plans de calpinage, des patronages, zéro déchet, comment on réfléchit quand on monte un projet, que ce soit de l'artisanat, de la scénographie ou de la pratique artistique. Là par exemple, donc cette formation existe aussi via Pantin et ici Montreuil. J'en reviens, j'y étais hier et donc c'est le lancement de la 3e session à Pantin. Et donc il y a une artiste qui est là et qui est en train de travailler sur développer des pigments naturels pour faire ses peintures. Et donc voilà, donc, lier le numérique à vraiment ces enjeux d'économie circulaire et d'éco-conception. Donc nous on porte cette partie-là, économie circulaire et éco-conception. Et là je vous rejoins à 300% sur le côté professionnalisation. Et moi la première, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un diplôme supérieur en art appliqué qui est l'équivalent d'un master. On m'a formé à fabriquer des choses, faire plein de trucs hyper intéressants, la 3D, Photoshop, InDesign, rien de secret pour moi. Sauf que je suis sortie d'études et je ne savais pas où j'étais. C'est quoi la différence entre justement l'intermittence, l'indépendance, la maison des artistes? En tant que designer, j'ai le droit de m'inscrire d'emploi. Personne ne m'avait rien dit. J'étais quand même déjà très engagée, donc je savais à peu près ce qu'était l'économie circulaire. Et du coup, j'avais des notions d'économie, mais c'était vraiment juste de la notion. J'ai découvert un budget prévisionnel pour la première fois de ma vie en arrivant à la Réserve des Arts. Et puis après, comment je vais aller chercher des financements pour soutenir mon projet, comment je vis de mon métier. Beaucoup de nos adhérents sont des personnes qui ont aussi un emploi alimentaire à côté. Enfin, c'était des constats qu'on a fait, quoi. Et donc du coup, la formation s'est imposée à nous comme un besoin sur les territoires, parce que finalement, on les a et en Ile-de-France et ici, de dire il faut accompagner vraiment. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les écoles. C'est-à-dire que maintenant, il faut que les écoles se responsabilisent aussi sur ce sujet-là, en disant mais c'est compliqué parce que je pense que moi, à ce moment-là, même si j'avais passé le bac. Avant le bac, on est vraiment très jeune. Mais là, quand même, on avait passé le bac et on savait que l'échéance de rentrer dans le milieu professionnel arrivait. Même si on n'aime pas ça et qu'on n'a pas très envie, il faut savoir se forcer. Donc c'est aussi peut-être un appel aux plus jeunes de dire c'est un peu barbare les chiffres, mais finalement c'est pas si compliqué. Et puis en plus quand on les maîtrise, il y a des portes et des mondes qui s'ouvrent à nous qui sont incroyables. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de beaucoup développer. Et après là on a un autre projet de formation qui est une fois encore financé par la région et Pôle emploi, donc c'est un PRIC. C'est de la préqualification pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et là, c'est une autre idée, c'est de dire il faut arrêter de dire que les CAP sont des voies de garage. En fait, c'est des voies d'avenir, c'est là-bas qu'on apprend des savoir-faire et des compétences. C'est là-bas qu'on va aussi apprendre à relocaliser, alors plutôt sur la partie artisanat d'art, métier d'art, etc. C'est là-bas qu'on va relocaliser en fait nos industries, nos fabrications, nos métiers, recréer des métiers qu'on est en train de perdre, les plumassiers, la dentelle, chapelier, exactement. Exactement. Et donc l'idée c'est de se dire on va aller essayer de récupérer tous ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ont du mal à être assis sur des bancs et leur montrer qu'on peut faire des trucs incroyables avec ses mains. Exactement. Donc là c'est assez long, c'est quand même 45 jours. On aura 6 sessions au total puisqu'il y en a 2 qui sont portées par la Réserve des Arts, 2 qui sont portées par ici Marseille
et 2 qui sont portés par la Fédération Éco-Construire, donc justement sur les métiers du bâtiment, exactement. Toujours à 2 salariés. Hein. Bon, d'ici là, peut-être qu'on va arriver à recruter un peu, mais bon. Et donc, du coup, c'est pendant 45 jours, on accompagne 10 jeunes, donc c'est 6 fois 45 jours, à la découverte des métiers de chacune des structures. Donc, à la Réserve des Arts, on va à la fois leur montrer, leur montrer nos métiers à nous, notamment le métier de valoriste, qui a, je pense, aussi beaucoup d'avenir. À la fois sur le milieu de la ressourcerie, mais aussi dans le milieu artistique. J'étais avec les rencontres de la photographie de Arles vendredi. Et ils ont fait du métier de valoriste. C'est-à-dire qu'en fait, ils stockent leurs décors chaque année. Ils ont inventorié leurs décors, ils ont créé leur propre base de scénographie, d'éléments mobiliers, de cimaises qu'ils gardent, etc. Et en fait, ils ont fait un projet génial sans même s'en rendre compte. Et c'est incroyable et ça fait partie de ces métiers de valoriste, de comment je reconditionne les matériaux, comment je les stocke, comment je connais mon stockage aussi. Parce que je suis allée voir d'autres institutions culturelles qui ont ce réflexe de stocker, mais pas du tout de la bonne façon, c'est-à-dire qu'ils stockent comme si c'était une cave et puis il y a des trucs dedans. Je suis sûre qu'il y a des trucs intéressants, mais en fait on n'y va jamais parce que finalement on est toujours charrette sur le projet. Donc voilà, montrer ce métier du valoriste et puis montrer les métiers de nos adhérents. Voilà, il y en a qui sont, il y a de tout à la Réserve des Arts. Il y a des gens qui viennent juste finalement parce que les matériaux sont pas chers et c'est pas grave, c'est super quand même. C'est un bon réflexe. Finalement, sans s'en rendre compte qu'ils ont une pratique écologique et puis sans s'en rendre compte aussi, ils vont mieux s'en sortir parce que c'est pas très cher. Et puis il y a ceux qui viennent aussi à la réserve par conviction parce que c'est des matériaux qui ont une empreinte carbone qui est moindre. Est-ce que les musées sont en train de faire quelque chose que ça les intéresse collaborer? Ouais, après il y a plein de volets. Si par exemple je vais reprendre le cas des rencontres de la photographie de Arles. Donc eux ils ont plein de moyens de travailler avec nous. Il y a la collecte évidemment, fin des rencontres, démontage des expositions. Alors eux gardent beaucoup en l'occurrence. Il y a quand même des choses qui a priori pourront arriver à la Réserve des Arts et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Il y a tout ce qui est audit, accompagnement, professionnalisation, soit de valorisation de ce qu'ils font. Là c'est un peu le travail qu'on fait au Rencontre de Arles, c'est de dire en fait vous faites des trucs incroyables et déjà on va noter ça, le valoriser aussi auprès des équipements internes. Parfois on a l'impression que l'éco-conception et l'éco-fabrication c'est contraignant. C'est vrai que c'est souvent un investissement, par contre c'est un investissement qui est très très vite rentabilisé. Les rencontres de la photographie de Arles, à stocker après une année leur cimaises, ils n'ont pas besoin de reconstruire, ils peuvent mettre de l'énergie sur autre chose et finalement c'est l'humain qui va être valorisé par tout ça. Donc là on est en train de faire ce travail là. Et puis il y a l'autre volet de venir se fournir en matériaux chez nous. Et là ça va dépendre des besoins en termes de typologie de matériaux. Sur du bois il n'y a pas trop de sujets, mais je reviens sur ma fameuse moquette inifugée, les rencontres reçoivent le public dans des établissements qui doivent répondre à certaines contraintes. Et donc typiquement, malheureusement, ils ne peuvent pas acheter ma moquette. Mais j'y viens. On va y arriver. C'est vraiment c'est des négociations avec l'assurance. Ouais. Ça va venir. Là, c'est des négociations avec notre assurance, c'est faire valider nos process de collecte et de stockage. Mais nous, c'est un enjeu pour nous. Oui. Mais une fois que soit ça dépend des objets et puis par exemple tu peux récupérer des lampes mais pas le câble, il doit être coupé très court. Enfin, il y a une question derrière qui attend depuis longtemps. Si, ça y est. Non, ça a changé déjà. Ça a déjà changé. Il y a une loi qui est passée. Non, il y a une loi qui est passée 2017. Donc qui stipule que les établissements publics peuvent faire don à des structures à but non lucratif qui sont dans le secteur de l'environnement ou dans le secteur de la culture. Donc elle est passée, alors j'ai pas l'article exact, si vous voulez je vous le retrouverai, mais elle existe, ça y est, exactement. Exactement. Et du coup, nous, après, sur cette question de la traçabilité, puisqu'il y a quand même un enjeu de traçabilité, nous, au lieu de remettre ce que remettaient les déchetteries, c'est-à-dire les PV de destruction, nous, on remet des bons de valorisation.
Et du coup, comptablement, vous pouvez toujours faire TETA, c'est-à-dire qu'en fait, on vous remet votre bon de valorisation où il y a écrit qu'on a récupéré, je sais pas, 5 tonnes de bois, 1 kg de métal et 2 kg de moquette, par exemple. Et du coup, ça vous permet de justifier que ça... Voilà, ce n'est... Exactement. Ouais. Ouais. Ce sont pas des outils qui sont en termes comptables, on appelle ça, c'est pas comme de l'informatique. L'informatique, il y a des libérations spécifiques pour donner. Et pour donner de la moquette, du bois, il n'y a pas besoin de libération. Du consommable, tu veux dire? Ouais. C'est-à-dire que c'est amorti. C'est un amortissement. Tout ce qui relève des gros équipements qui sont achetés chez nous en investissement, comptablement, ils sont amortis tous les ans. Et ça, on ne peut pas le donner. Ça, par contre, ça fait l'objet de délibérations qui sont données. C'est une délibération que l'on fait pour donner à des associations à but non lucratif. Mais c'est vraiment c'est hyper encadré. Par contre, c'est pour ça que nous, moi, en tout cas, je dois adhérer à l'association. Nous, on génère énormément de construction, de par les scénographies. Et donc, du coup, après, moi, des fois, il y a des artistes qui me font acheter du matériel, mais j'en fais plus rien. Ça ne me sert plus du tout. Donc, du coup, pour nous, ça va être une aubaine que de pouvoir nous donner pour que ça nous rentre dans un autre circuit. On est là. Et puis je pensais aussi, je pense aussi tout bêtement, mais aux démonteurs, tu vois, tu as tous ceux qui viennent démonter à chaque fois les expos qui sont en général d'ailleurs des artistes. Bah, en fait, si tu pars juste sur la question du bien-être au travail, si tu passes ton temps à bénir des trucs ou à les emmener dans un lieu pour qu'ils soient réutilisés, etc., c'est aussi le sens de ce qu'on fait tous les jours. Comment tu rentres chez toi avec vraiment avoir fait quelque chose qui est censé... On a beaucoup eu ça sur des collectes, alors notamment ça se voit beaucoup sur les collectes récurrentes, donc dans les structures où on va régulièrement. C'est-à-dire que souvent elles ont des bacs de la réserve des arts où elles vont mettre leurs chutes, tous les matériaux, etc. On essaie de sortir de l'image de la poubelle, hein, mais on est quand même un peu sur de la poubelle, mais c'est des jolis bacs quand même. Et en fait on se rend compte que finalement quand on arrive, il y en a qui ont stocké à côté du bac pour nous le remettre en main propre en fait. En disant non mais ça vraiment c'était trop beau, puis je suis trop content et puis voilà. Là on a encore un travail à faire justement de visibilité de qu'est-ce que ça devient. Donc on a créé un hashtag sur Instagram qui s'appelle Ma Réserve des Arts qui permet justement après à quiconque de pouvoir aller voir le travail de nos adhérents. Jusqu'à présent on s'arrachait un peu les cheveux parce qu'on a un souci de démocratisation de la pratique de réemploi et d'équité parfaite de soutien aux professionnels de la création. Ce qui est extrêmement compliqué, donc jusqu'à présent on ne souhaitait pas, on ne voulait pas choisir un projet plutôt qu'un autre, donner de la visibilité à un projet plutôt qu'un autre. Donc on essaye au maximum de trouver des moyens pour que tout le monde puisse bénéficier de ça. C'était aussi l'enjeu des résidences, d'ailleurs on n'a toujours pas donné la parole à Nina, mais c'était aussi l'enjeu des résidences, c'est pour ça qu'on est sur des systèmes qui sont assez courts en général. Alors bon là le contexte a voulu que c'est un peu plus long, mais normalement moi je voulais partir sur 3 mois parce que ça permet quand même d'engager une réflexion, un travail et puis après de faire partie du réseau de la réserve des arts et donc j'espère de créer des tremplins pour rentrer soit dans des systèmes plus institutionnels de la résidence, soit juste de se mettre en colocation entre artistes par exemple parce qu'à la réserve des arts, à Marseille il y a déjà plus de 300 personnes, donc il y en a qui ont déjà des ateliers, qui vont chercher d'autres personnes, etc. etc. Pourquoi je disais ça? J'ai perdu mon fil. Pour en fait, comment un objet redevient une œuvre ou, et du coup voilà, d'avoir des temps courts, ça permettait de brasser assez d'artistes, de créateurs, etc. Pour, je l'espère en tout cas, avoir cette démarche un peu d'équité, mais c'est très compliqué. On n'a jamais fait par exemple de marché de créateurs, toutes ces choses-là. Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est pas un moyen de les soutenir? Et finalement, si on en fait assez, on arrivera à voir un peu tout le monde. Voilà, c'est des questions un peu Je ne comprends pas bien la question de l'équité, je suis désolée. Mais... en fait, quand c'est-à-dire dans le choix d'artistes qui viendraient en invitation. Pourquoi un tel plutôt que l'autre? Et j'ai le même sujet sur... je sais pas, je suis un accueil je fais de la résidence d'artistes, donc je suis un lieu d'accueil en résidence. Souvent, je reçois des mails en disant bon, on fait tel projet, est-ce que vous pouvez nous donner des matériaux? Sauf que la veille, j'avais déjà reçu un message d'une association qui fabrique des chapeaux pour les personnes qui ont le cancer. Et puis la veille, une autre association qui fait de l'habitat précaire pour les personnes migrantes. Et en fait, nous, notre cœur de métier, c'est de soutenir tous ces projets-là à la fois. Donc le problème c'est que si je le fais pour un, je suis obligée de le faire pour tout le monde.
Et c'est très compliqué parce que, d'abord, évidemment, la vente de matériaux, ça participe quand même à notre modèle économique, même s'ils sont très peu chers. On en a besoin pour continuer à vivre et à Marseille, j'espère grandir. Et de deux, il y a quand même un sujet de dire c'est de la matière première, ça a de la valeur et tu vas la prendre parce que tu vas t'en servir pour ton projet. Mais du coup, si tu es pas dans la gratuité, ça peut fonctionner pour tout le monde. Bah oui, mais en fait, comment moi je veux que tout le monde ait le réflexe de faire du réemploi de matériaux. Je veux pas être juge et critique d'un projet, d'une esthétique, etc. Moi, du moment que vous êtes créateur, artiste, artisan, etc., pour moi, vous êtes un bon créateur, bon artiste, bon artisan parce que vous faites du réemploi de matériaux. Et après, l'esthétique du projet, chacun et chacune ici aime des choses et n'en aime pas d'autres. Donc du coup, donner de la visibilité à des projets plutôt qu'à d'autres, c'est très 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 compliqué. Et tu dis donner de la visibilité ou donner des matériaux pour faire le projet? Donner des matériaux, ça on a complètement tranché, on ne le fait avec personne. D'accord, ouais, ok, d'accord. Ça c'est voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est la question de la visibilité. Et donc de plus en plus, on se dit plutôt que de le faire avec personne, comment au fur et à mesure on va arriver à le faire avec tout le monde. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et je me dis, du coup, on s'était jamais vu, mais je me dis qu'il y a plein de choses à penser aussi sur des projets. Vous parliez tout à l'heure de la question de la concurrence féminine en l'occurrence, mais la mise en compétition. La mise en compétition, mais c'est vrai que quand tu l'entends, tu te dis ouais, mais en même temps forcément, est-ce que c'est pas quelque chose qui existe forcément ou peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être c'est intéressant de rebondir là-dessus. Il y a deux choses différentes. Il y a le fait que, comme on est évidemment dans un milieu qui est basé sur la sélection, il y a forcément une mise en compétition de fait des personnes. Par contre, il y a quelque chose qui est plus global et qui pour moi est un problème et qui n'est pas propre qu'au milieu de l'art, c'est la rivalité entre femmes et leur mise en compétition parce qu'elles sont des femmes et avec ce truc qui est de dire c'est un truc de fille de se tirer dans les pattes et de se crêper le chignon en gros, hein. Mais ça c'est quelque chose, c'est un motif de pop culture, c'est un motif littéraire et c'est quelque chose qui fait partie d'une éducation plus ou moins consciente qu'on reçoit toutes, je pense, quand on grandit en tant que femme aujourd'hui. Et en fait, en recréant des espaces où en fait, nous on propose plutôt de l'entraide et de la bienveillance et de l'écoute. Et on se questionne aussi, on regarde aussi, nous, nos propres mécanismes de violence, les premiers préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle personne. Et au lieu d'essayer de s'arrêter là, de s'arrêter à cette chose-là et de, du coup, en fait, être violente les uns et les unes envers les autres, on essaie de proposer aussi des cadres où on sort de ces choses-là pour recréer de l'entraide. Enfin, c'est pas très... si, comme avec Passerelle. Oui, c'est ça, Passerelle, c'est ça. Parce que du coup, la question c'est comment on fait pour créer des binômes sans mettre en concurrence à la fois les personnes qui vont postuler sur je veux bien être marraine ou je veux bien être marrainée. Et du coup, on essaie de tout repenser. Oui, alors c'est vrai que sur les marraines, on a moins le problème que sur les marrainés, hein, pour le coup. Mais pour les marrainés, c'était une vraie question parce que nous, du coup, on procède par appel à projet. On est obligé, on ne va pas, nous, aller choisir qui est bénéficiaire. Mais pour nous, la question de la sélection, justement, était une vraie question parce qu'on ne voulait pas décerner des bons points ou faire une sélection sur une potentielle qualité ou je ne sais quoi, d'un travail, mais même pas qu'esthétique, aussi niveau de reconnaissance du travail artistique. Et donc en fait, nous, la parade qu'on a trouvée, mais qui dans tous les cas fait qu'il y a certaines personnes qui sont sélectionnées, d'autres pas, parce que en fait, en termes humains, on peut pas avoir 50 binômes, c'est pas possible. Puis on n'a pas assez de marraines, on n'a pas 50 marraines malheureusement. C'est mon appel à l'aide, si vous voulez être marraine contemporaine et que vous êtes artiste, appelez-nous. Non, mais donc il y a cette restriction-là, et donc quand on a fait le premier appel à projet, en se disant que de toute façon c'était un essai et que potentiellement qu'on modifierait des choses l'année d'après, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on on a eu une centaine de candidatures quand même, ce qui est à notre échelle assez important. Et donc nous on a fait un travail de tri entre un dossier recevable et un dossier non recevable. Est-ce que
une artiste qui est en 2e ou 3e année d'école des beaux-arts, c'est pas pertinent qu'on soit là, nous encore, sur ce projet-là en tout cas, sur d'autres choses bien sûr, mais donc ça c'est des choses, nous on a fait cette sélection-là, et après on a en fait vu, en fonction des marraines qu'on avait, du coup, là où il pouvait y avoir des points de ralliement, que ça soit sur de la technique, mais aussi sur des centres d'intérêt ou des choses comme ça. Et en fait, à chaque marraine, on a envoyé toute une série de dossiers. Et c'est elles qui ont choisi, en fait, avec qui elles voulaient passer l'année, puisque c'était... C'est le meilleur. Non, non, En non. parlant de l'isolement, surtout en région, par rapport à en France, c'est quand même très centralisé, c'est Paris ou rien. Pourquoi pas justement Berlin, Brême, Bruxelles, C'est un... il y a des écoles, quoi. Il y a des profs, il y a des... Ouais, effectivement, C'est notre manière de sortir d'un oui. pour les artistes qui se posent des questions de comment démarrer une carrière. Bien sûr. Solution, c'est aussi... Bien sûr. Bah, en tout cas, de toute façon, il y a une comme on l'a dit tout à l'heure, la question de la frontière sur les discriminations, sur l'isolement, elle n'existe pas vraiment. Et l'état des lieux en Allemagne ou dans d'autres pays, je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire aussi. La question, c'est aussi, entre Paris, Marseille et contemporaine en général, on est une quarantaine, mais on est toutes et tous bénévoles. Et du coup, il y a aussi de la gestion on est majoritairement à travailler dans le secteur des arts et de la culture. Voilà, on parle de pluriactivité chez les artistes. On peut l'élargir au secteur. Peut-être qu'il y a des contemporaines à Bruxelles ou En fait, c'est des structures équivalentes. C'est des perspectives. En fait, cette question du réseau... Cette question du réseau, elle est très importante pour nous. C'est des conversations qu'on a beaucoup au sein du bureau sur le développement et la mise en réseau de contemporaines dans les années qui arrivent. Bon, encore une fois, voilà, on est à notre 2e année. On a une équipe à Marseille depuis mars. Voilà, jusqu'à mars à Marseille, il y avait Johanna et moi. Maintenant, on est 12. On est hyper contents et contentes. Mais c'est une vraie perspective pour nous, à la fois de se mettre un vrai enjeu pour nous de se mettre en réseau, et déjà en France avec d'autres structures qui font les choses, et avec les écoles, avec les institutions. Nous, ce qu'on commence à faire ici à notre échelle, juste sur la région sud, qui a commencé à être fait aussi en Île-de-France, et au fur et à mesure, l'idée c'est de faire un peu tâche d'huile, et surtout pour nous ce qui est super intéressant, c'est de voir comment il y a des personnes qui font potentiellement des choses similaires mais appliquées à leur territoire et à leurs enjeux dans des pays différents. Et voilà, enfin bref, c'est un peu un truc, c'est une exclue, mais c'est un peu un truc dont on discute en ce moment de création ou d'intégration de réseaux européens d'associations féministes et culturelles. Mais voilà, c'est embryonnaire encore, vraiment. Oui. Après effectivement, ça reste un jeune projet, il faut laisser le temps aux choses de se faire et elles vont y aller. C'est déjà énorme le travail qui a été fait. Mais d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent nous inviter en résidence à l'étranger pour qu'on comprenne comment ils et elles travaillent et qu'on développe le modèle ici, c'est avec grand plaisir. Ah bah, complètement. Je crois que tu avais une question. C'était juste quand on était sur concrètement les marraines et marraines ensemble. C'était juste pour compléter ce que tu disais et comprendre mieux ce qui s'était passé. C'est encore en cours du coup, puisqu'elles sont en binôme elles sont en binôme jusqu'à fin septembre là, normalement. Elles ont commencé octobre dernier, c'est 1 an. Après, elles ont le droit de rester en contact, hein, on leur enlève pas les numéros de téléphone et les mails, on continuera à se parler. En fait, le format il est libre parce qu'on considère que, encore une fois, c'est du temps qu'elles se donnent mutuellement et bénévolement, et ça leur sert, mais du coup nous on peut pas imposer, leur dire une fois par semaine vous allez vous visiter une expo ensemble, après c'est une demi-heure de discussion pour débriefer tout ça et un petit rapport s'il vous plaît parce qu'on en a besoin pour nos bilans. Non, on a décidé qu'on faisait pas ça, et on fait plutôt chaque binôme a un peu défini ce qu'elles allaient faire ensemble aussi au moment où elles se sont rencontrées. Donc par exemple, il y en a qui vont être sur de l'échange de références, c'est-à-dire que je pense à Clovis Maillet et Oriane Prudhomme qui vont être beaucoup sur des discussions
de fonds, d'échanges de références où Clovis, qui est aussi professeur, va beaucoup partager sur les sujets qui l'intéressent et qui peuvent intéresser Oriane. Mais par contre, il y a des artistes qui ont décidé qu'elles allaient co-créer une œuvre ensemble pendant l'année, une autre qui vraiment conçoit son rôle en pur soutien et qui est là, je vais t'aider, toi, à réaliser tes œuvres, à te back-upper sur des trucs, sur de l'administratif, etc. Et c'est comme ça. Mais en fait, à chaque fois, c'est défini binôme par binôme. Et après, nous, on fait du suivi régulier, à la fois avec je crois qu'on a 2 rendez-vous bilan à peu près. Enfin, pour moi, il y en a eu 2. Je pense qu'on fera un 3e. Et ensuite, on a aussi des groupes de discussion. Ça, c'est hyper important que je le dise, mais ce projet, il a été conçu et développé par 2 personnes qui sont Anna Bordenave et Camille Kinguet, qui ont juste fait un boulot de malade, parce qu'elles ont passé des mois et des mois à se prendre la tête sur quelle était la bonne façon de faire les choses sur des choses qui sont pas hyper évidentes. Et c'est elle qui assure le suivi des binômes, donc elles se sont réparties. Moi, j'ai la chance de les accompagner, elles, sur cette partie-là et sur la restitution en fait, de cette première année qu'on est en train de concevoir ensemble. Et c'est pour ça que je suis aussi au courant du projet. Mais ça pour dire qu'il y a ces rendez-vous bilan. Et en plus, nous, on a un groupe de conversation donc, avec les 15 artistes. Parce qu'il y a un binôme où c'est un duo d'artistes, donc du coup c'est 15. Et nous 3. Et du coup, on a aussi des conversations de groupe communes. Et là, on va normalement, j'espère, dimanche prochain, prendre notre premier apéro tout ensemble. On ne s'est jamais vu. Donc c'est un peu voilà. Et alors, c'est sur tout le territoire français, les binômes, par exemple, c'est une à Marseille, une dans une autre région, ou c'est forcément dans la même ville, ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Au début, c'était ce qu'on voulait faire. Au tout début, on s'était dit que la première année, ça serait surtout des binômes parisiens pour des questions de praticité, puisque Anna et Camille sont à Paris. Mais dans les faits, les artistes, ça reste jamais là où ça dit que c'est. Donc, dans tous les cas, on a par exemple une artiste, Sarah Ouadou, qui vivait à Marseille quand elle est devenue marraine, mais ça fait 1 an en fait, qu'elle est en résidence à la Cité des Arts. Elle, c'est une marraine, et sa marrainée, Anastasia Argilès, elle est parisienne, mais en fait, elle fait ses études au RCA à Londres. Donc, bon, voilà, et ça fonctionne en fait. Mais voilà, il y a des marraines qui déménagent. Non, pas de guideline précise. Entre eux qui discutent et puis qui... On en discute avec elle. En fait, quand une marraine décide de s'engager, nous, et par nous, je dis surtout Anna et Camille pour le coup, on a pris du temps pour échanger avec elle sur ce que ça voulait dire, quelles étaient aussi les valeurs dont nous on était porteuses. En fait, c'est forcément une rencontre qui doit se passer entre nous et la marraine pour qu'on puisse faire ça en bonne intelligence et que les choses se passent bien. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompé mutuellement. Nous, on est très heureuses et je pense qu'elles sont heureuses aussi, j'espère. Sur quel plan? Par rapport au questionnaire, il y a toute la partie sur les spécificités territoriales, forcément. Être artiste, développer sa pratique et sa carrière à Paris, c'est pas pareil à Marseille, ou dans la région sud d'ailleurs, parce que c'est pas non plus pareil dans le Gard ou à Marseille même. Oui, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ce qui est beaucoup revenu, c'est la question de la visibilité. C'est-à-dire que comme il y a ce qui a été ciblé, c'était un manque de structure avec des réseaux très très fermés. Forcément, tout fait un peu boule de neige puisque les réseaux sont considérés en tout cas comme fermés et qu'en plus il y a un manque de structure, donc d'opportunités. Ça réduit le champ, ça engendre un manque de visibilité et donc des difficultés de vente, développement. En tout cas, ça s'est plus ressenti sur le territoire. Il y avait l'enjeu d'éloignement avec le marché aussi qui était très présent. Très important. L'éloignement avec on sait très bien que le tissu des galeries et des acheteurs en région sud est clairement pas le même que celui de la région parisienne. Donc ça, c'est un truc qui est revenu pas mal dans mes souvenirs. Oui. Non, mais si, complètement. Complètement, ça va avec. Et puis,
Oui, en fait, voilà, la question de l'isolement, de la précarité qui revient. Après, ça contrebalance avec la question... En fait, il y avait 3 questions principales, d'autres qui ne me reviennent pas, mais la question de est-ce que le territoire est un frein, quels sont les obstacles et quels sont les atouts de la région. Ce qui ressort dans les atouts, c'est beaucoup le cadre de vie et la qualité et le coût. Ce qui du coup est à mettre à mon sens en équilibre avec à Paris les questions de rémunération, de problématiques de rémunération se posent plus, mais forcément le coût de la vie est plus cher. Donc voilà, on est dans des analyses qui sont encore aujourd'hui à nos goûts pas assez approfondies parce qu'on aimerait aller plus loin. Là c'est la parole des artistes qui ont bien voulu répondre, prendre de leur temps pour répondre. On aimerait approfondir. On est entre sur les années de naissance 87-97 à peu près. Après, voilà, il y a des artistes qui sont aussi mères, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui se posent la question parce que c'est un problème d'être artiste et de gérer sa carrière d'artiste et sa vie familiale pour des raisons multiples. Mais voilà, nous on aimerait, dans l'idée, l'envie, c'est d'aller encore plus loin, de regarder les fonds d'attribution des bourses, de se questionner sur les collections publiques, sur les taux de rémunération et d'achat, de dépioter un petit peu tout ça pour pouvoir réunir la parole des concernés et les éléments qui sont oui, je pense que c'est ça, c'est le chantier, c'est un des chantiers de l'année qui arrive, mais pour lequel il faut qu'on trouve des financements et pour le coup c'est le boulot des collectivités publiques de nous rémunérer pour ce travail-là. Je pense que... Quand l'économie solidaire de l'art avait émergé, oui. vous avez créé cette espèce de macaron oui. Que les structures qui respectaient les critères pouvaient avoir, en échange éventuellement d'un paiement d'ailleurs. Non seulement on respecte bien la charte, mais en plus on donne aussi de l'argent pour avoir ce macaron, donc à la fois sur le financement et à la fois aussi sur le partenariat avec des structures publiques qui respecteraient un certain nombre d'engagements, tout ça. Oui, bien sûr. C'est une bonne idée. Après, il y a... C'est sur la liste. Je voulais vous poser une question, parce que je trouve que la question par rapport à la question d'être une femme et la question de la maternité qui arrive quand même hyper tard, comme une question presque... pas à côté, mais bon, et alors que je pense qu'elle est quand même assez fondamentale dans toute la question aussi de l'exclusion, la solitude, légitimité. J'avais lu une étude sur en fait pourquoi les femmes font pas de sport collectif ou très peu, et que les femmes vont faire justement, donc on parlait d'individuel, mise en concurrence, etc. Et c'était dans l'étude, en tout cas, c'était entièrement lié au fait de la maternité, que du coup, en gros, entre 30 et 45 ans, et vous ne pourrez pas dégager tant de temps, le même temps par semaine, etc. En fait, ça ne sera pas gérable avec le fait d'être mère de famille. Et du coup, ça excluait de fait les femmes je pars du sport, mais en fait dans la question aussi de la capacité à pouvoir se retrouver, à faire partie de collectifs, etc. Totalement. Et comment en fait ces débuts d'exclusion aussi comment engendre aussi tout un tas de choses, je pourrais dire, qui pourraient être structurelles, ou on pourrait même dire dans les structures. J'avais travaillé avec une commissaire d'expo à Québec, et elle me disait on a imposé que dans le musée il y a un endroit, en fait on peut garder les mots, donc tu peux aussi aller voir l'expo, tu peux. Et en fait, comment par des petites actions aussi à certains endroits, et d'ailleurs vous êtes arrivés, vous étiez 2, et là vous êtes 12, je me suis dit ah ouais, c'est une équipe de foot, on est pratiquement, on est presque bon. On attend les dossards. Mais non, mais c'est ça, c'est un peu comment tu recrées la question du groupe.
Totalement, la question de la maternité, c'est pas du tout une question qui est subsidiaire pour nous parce qu'elle est assez centrale en fait dans la lente disparition des artistes femmes. C'est un vrai critère de discrimination. Il y a eu pas mal d'articles sur le sujet déjà, mais qui étaient assez intéressants, avec des témoignages d'artistes qui se font virer par leur galerie lorsque le galeriste apprend qu'elle est enceinte, parce que c'est pas vendeur, parce que aussi, ça c'est très lié aussi au corps des femmes, c'est-à-dire qu'une artiste, une artiste, si elle est belle, c'est encore mieux pour vendre ses toiles, enfin c'est un peu ça l'idée, et bon du coup si à un moment donné, elle est moins, désirable dans certains critères, ça devient problématique ou il y a une quantité de témoignages qui vont dans ce sens-là, et après il y a aussi la question de la complexité de l'accueil quand on est mère célibataire. Donc par exemple, pour moi un cas que je trouve toujours extrêmement choquant, c'est le cas de la Villa Kujuyama, qui est quand même une énorme résidence qui est financée par des fonds publics parce que c'est l'Institut français, et qui interdit aux artistes de venir non seulement avec leur conjoint mais aussi avec leur famille. Donc ça veut dire que parce que c'est 6 mois, donc ça veut dire que en général ce qui se passe, c'est soit on n'a pas de famille, soit parce que c'est un choix qu'on fait, soit c'est toujours un choix, mais non, pas vraiment, mais soit parce que c'est un choix et une volonté individuelle, et donc ok, très bien, voilà, mais c'est aussi le fait de pas faire d'enfants, c'est aussi souvent ça découle des facteurs aussi et de la possibilité d'exercer son activité. Et si on est une femme et qu'on a un gamin de 3 ans, on fait pas de résidence, et parfois ça, quand on a un homme, souvent on peut laisser femme et enfant au pays et aller passer les 6 mois tranquille à Kujuyama, mais dans tous les cas il faut s'organiser quoi. Et ça c'est des conversations qu'on a beaucoup autour de nous, et avec des curatrices, avec des directrices de lieux et avec des artistes, sur comment conjuguer maternité, vie de famille et vie professionnelle. Et ça, c'est... déjà, je suis vraiment ravie de savoir qu'à Québec, il y a eu cette solution qui a été trouvée. Parce que en fait, c'est aussi des choses qu'on devrait mettre en place. Et nous, normalement, j'espère, on n'a pas encore confirmé, mais ça sera un sujet d'atelier cette année. Ouais. Avec du partage d'expériences et témoignages avec... probablement une directrice de centre d'art et une ou des artistes qu'elle-même a accompagnées, parce que du coup les choses sont faites de façon souvent très empirique. Je me suis moi-même retrouvée dans cette situation de jeune femme ou femme enceinte ou mère célibataire voilà, et du coup j'ai galéré, et donc maintenant j'aide les suivantes. Ce qui est super quand on est dans cette configuration là, mais en fait ça peut pas reposer que là-dessus, donc on est en plein dans nos préoccupations. C'est une dernière question pour la réserve des arts avant que vous nous abandonne pour l'après-midi, mais qu'on va retrouver de toute façon dans ces locaux, j'espère. Dernière question peut-être sur non, super. Merci en tout cas. C'était super de te rencontrer. Pour laisser ah oui, nous on n'a pas, on est sur Instagram, mais on t'écrit. Très bien, merci beaucoup. Ouais, oui. Ouais, bien sûr. Voilà, bonjour à tous, bienvenue au Centre d'art Fernand Léger. Alors je vous accueille sur la fin de l'intervention du jour, mais bon, j'étais malheureusement prise par une autre réunion, donc je vous accueille maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec nous dans le parc, entre ombre et soleil. Je voudrais remercier le PAC, Jean-Christophe et Clara, de nous avoir proposé d'être ce lieu d'accueil aujourd'hui pour ces 3 jours de rencontres sur des thèmes très variés de la création contemporaine. Alors, on va vous présenter avec Olivier Nat, qui est avec moi, évidemment l'exposition Restitution de sa résidence d'artiste, puisqu'on a reçu Olivier cette année dans le cadre de notre programme de résidence. Je vous dis quelques mots pour ceux qui ne sont pas encore venus au Centre d'art en introduction, pour vous présenter un peu le bâtiment. Donc vous êtes ici devant une maison de maître qui date de 1924. Nous, on est installés depuis 2012 dans cet établissement. C'était à l'origine une maison de patron d'usine. Il faut savoir que Port-de-Bouc
on va dire, durant une grosse partie du XXe siècle, est une ville industrielle très forte, avec un chantier naval d'importance qui ferme dans les années 60, des industries qui sont installées un petit peu partout. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la commune la plus pauvre du département des Bouches-du-Rhône, puisque nous n'avons plus ces industries. Alors, vous allez me dire, on est entouré, hein, donc c'est comme si on les avait toujours finalement, mais on n'a plus les retombées, on va dire, au moins économiques de cette activité-là. Et donc cette maison était patron de la maison des patrons de l'usine Saint-Gobain. Il faut savoir que nous avions une succursale de cette entreprise qui existe toujours aujourd'hui et qui est bien connue pour la fabrication du verre notamment. Il faut imaginer à l'emplacement des bâtiments blancs que vous avez derrière vous, eh bien, les hangars qui accueillaient cette usine avec une voie de chemin de fer qui venait jusque devant le portail que vous avez franchi, qui est d'origine et qui amenait donc du coup voilà, les marchandises directement depuis le chemin de fer qui est de l'autre côté. Voilà. Donc cette maison, nous on la récupère, la ville la récupère dans les années 60 quand l'usine ferme. Et s'y passe plein de choses pendant une quarantaine d'années, et notamment des arts plastiques. On a une association sur la ville, comme dans beaucoup d'autres villes, très active pour la valorisation des arts sur la commune, avec les enfants notamment, mais pas seulement. Donc il y a des stages qui sont organisés dedans. Le château commence un peu à tomber en ruine malgré tout, parce que bon, il n'est pas plus entretenu que ça. Et début des années 2010, la ville dit non, ça suffit. On va récupérer ce lieu, on va faire en sorte d'en faire un espace vraiment dédié à la valorisation des arts pour faire suite à l'intervention de cette association. Et donc le centre d'art est créé. C'est un lieu qui est un petit peu particulier puisque à l'intérieur, alors il paraît impressionnant, enfin impressionnant, on l'appelle le château. Bon, on a une conception peut-être un peu gonflée de ce qu'est un château, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il paraît effectivement un peu impressionnant, mais à l'intérieur, les espaces sont finalement assez petits. Et la particularité qu'on a, c'est d'avoir dans ce même lieu eh bien, 3 missions autour de la valorisation des arts. On a une mission d'enseignement puisqu'on a notre école d'art municipale non diplômante qui regroupe à peu près 150 élèves à l'année à partir de 4 ans et évidemment pour les adultes aussi, donc de façon hebdomadaire. Hein, donc on a un calendrier voilà, très complet sur l'année, sur la semaine d'environ 45 heures de cours. Nous avons évidemment des espaces de diffusion d'art contemporain puisque vous allez pouvoir rentrer, nous avons nos espaces d'exposition. Et puis, nous avons aussi des lieux où nous accueillons les artistes en résidence, donc essentiellement des logements en fait, qui permettent aux artistes de travailler directement et finalement d'être pris dans cette synergie qui regroupe les enseignements, la diffusion et l'encouragement à la création. Voilà le petit package. Et puis en plus, on a une vue imprenable sur la mer qui ne gâche rien. Alors pour l'exposition d'Olivier, demain est encore à venir. Donc c'est une restitution de résidence. Olivier est arrivé chez nous en novembre à peu près. Tu as entamé un double travail. Il était en résidence chez nous donc pour produire ce que vous allez découvrir à l'intérieur. Mais il était aussi en résidence dans un établissement scolaire de la ville. Puisque cette année, Port-de-Bouc a été l'une des villes, à l'instar de Marseille, choisi par l'État pour être financé dans le cadre de la cité éducative. Donc c'est tout un programme alors culture oui, mais pas seulement, un programme d'activités qui viennent en complément des missions d'éducation. Et donc là, on a eu la possibilité d'avoir des financements pour une résidence directement dans un établissement scolaire. Et on a fait la restitution de ce travail cette semaine, puisque Olivier a travaillé avec une classe de CM2 de l'une des écoles de la ville, voilà, en parallèle de son travail ici. On y va ? On rentre ? Allez. Donc on a à l'année évidemment plusieurs artistes qui sont accueillis. C'est une moyenne de 3 à 5 artistes sur l'année. Le principe de ces résidences, qu'elles soient courtes ou plus longues, comme ça a été le cas pour Olivier, c'est toujours d'une façon ou d'une autre de pouvoir travailler avec notre réalité territoriale quelle qu'elle soit. Le lien à l'histoire, le lien à la géographie, au paysage, à la sociologie aussi de la population qui est elle-même assez particulière. L'idée, c'est d'offrir aux artistes une matière qui leur permet ensuite de rebondir et d'avancer aussi dans leur création. Donc, au départ, une contrainte et puis finalement, au contraire, évidemment, un tremplin finalement pour aussi avancer sur ces pratiques. Donc là, sur la thématique que nous, on a travaillé cette année, c'était la thématique des écosystèmes et on a invité Olivier à apporter une réflexion dans ce contexte-là. Est-ce que tu veux bien… Du coup, moi, ce qui m'a un peu touché en fait, dans mon séjour à Port-de-Bouc, c'était le fait que cette ville, elle ait subi vraiment des grandes mutations au fil du temps et sur des phases finalement assez rapides entre la période des salaisons, toute la période industrielle qui est venue après. Il y a eu une rencontre aussi assez significative avec l'architecte de la ville,
en fait, où on s'est retrouvé à avoir finalement pas mal de réflexions communes sur le devenir possible d'une ville comme ça et les aménagements qu'on pouvait faire aujourd'hui avec ces questions liées au changement climatique ou liées à une possible désindustrialisation lorsqu'on sortira de cette ère du pétrole. Qu'est-ce qui peut advenir comme ça de toutes ces zones alentours? Et moi, par rapport à mon propre travail, c'est vrai que je travaille dans le champ de l'art, mais j'ai aussi une pratique qui est proche de l'architecture et du paysagisme et qui des fois n'est pas forcément cantonnée aussi dans l'art contemporain. Et moi, ce qui m'intéressait ici, c'était justement de me projeter dans un possible futur où on imaginerait finalement des choses assez idéales qui pourraient se passer, qui sont de l'ordre du possible aussi, qui ne sont pas forcément des utopies. Et donc je me suis amusé comme ça à transformer un peu cette idée. Enfin, moi je vois souvent des panneaux comme ça dans la ville avec écrit ici prochainement votre future résidence, votre appartement, votre duplex, votre T4. Et du coup je me suis dit mais ça serait fou comme ça d'avoir des panneaux tout d'un coup qui permettent de se transposer dans une réalité un peu rêvée où tout d'un coup à la place de la zone industrielle on ferait pousser une forêt, où on pourrait imaginer des jardins de production, comme ça, toute une dimension à la fois liée à un lien renouvelé à l'environnement, à la saisonnalité, mais aussi à une dimension sociale qui se crée autour de lieux comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de... Pour avoir fait différents jardins, il y a une sorte d'unanimité des gens, ou des couches sociales comme on peut l'avoir sur le bord de mer à Marseille, où finalement vous avez les gens des quartiers qui se retrouvent avec les gens de Vauban comme ça, qui au moment de la baignade finalement vont se mélanger. Mais par rapport au jardin, il y a un peu la même chose. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai mis en place pour ce projet ici. Et qui est pour moi un peu un point de départ finalement. C'est-à-dire que c'est une restitution de résidence, mais je pense que je vais poursuivre ce projet en réalisant peut-être, de façon presque anonyme finalement, des projets comme ça installés vraiment dans l'espace public. Du coup, on saura que c'est toi. Du coup, on saura que c'est moi, mais après, on n'est pas beaucoup forcément à le savoir. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, finalement. C'est le fait que ça puisse, comment dire, que ça soit vecteur d'un questionnement sur notre propre réalité. C'est-à-dire il y a plusieurs endroits, par exemple, que j'ai repérés dans des villes alentours ou à Marseille même, où je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe si sur ce terrain vague où il va y avoir un gros projet immobilier d'appartement ou de bureau encore, si tout d'un coup on met un panneau avec écrit ici prochainement votre grand jardin partagé, votre piscine écologique pour tous les enfants du quartier. Qu'est-ce qui se passe si finalement on produit un document comme ça et que les gens du quartier se mettent à rêver ou à aller voir la mairie, à dire mais tiens, il va y avoir ça réellement, c'est bien, c'est intéressant, et que la mairie finalement se retrouve face à des questionnements qu'elle se pose, mais dont elle n'a peut-être pas les moyens de transformer en action véritablement. Mais du coup, de susciter une sorte de légitimité du rêve aussi, comme ça, dans l'espace public, directement. Alors après, il y avait la question il y a des textes, là, qui expliquent le projet, qui pour moi me permettent aussi de fixer un peu les visiteurs autour des images. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste regarder ces images sans avoir lu le texte et continuer sa visite. Ça impose justement peut-être de rentrer un peu plus dans l'image, grâce à la lecture du texte aussi. Et alors, je vous conseille peut-être de commencer, quand vous visiterez l'expo, par ce côté, qui pose un peu le cadre de ce qui se passe un peu par la suite. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, j'en ai dit déjà beaucoup.